Bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a reçu plusieurs fois parce qu'on a voulu faire au tout début, quand vous avez été nommé pour la refonte, voilà, recevoir toutes les parties prenantes et proposer au ministre une feuille de route. On vous a reçu en cours de route et puis là, on y voit plus clair parce que cette refonte, on va le rappeler, du label ISR est destinée évidemment à éclairer, on le sait, le label ISR sert à éclairer le grand public en matière d'investissement, de finances durables, d'investissement responsable. Et donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a arbitré début novembre certains points, pas tous, notamment, et à la surprise générale, Bruno Le Maire a exclu TotalEnergies du label ISR et les pétroliers au sens large. On en a retenu Total, mais c'est tous les pétroliers qui sont exclus. Est-ce que pour vous, ça a été une surprise? Non. Comme vous le rappelez, hein, c'est un feuilleton cette affaire, c'est normal parce que la refonte, c'est quelque chose de compliqué, donc on y a passé un certain temps. Moi, j'étais assez convaincue que le ministre suivrait les propositions du comité, hein, puisque c'était notre proposition, parce que je pense que, comment on va dire ça, politiquement, c'est la logique. Mais la logique, c'est pas d'exclure TotalEnergies, comme vous l'avez dit vous-même en vous reprenant derrière, c'est de donner le signal clair que les énergies fossiles ne sont pas compatibles avec la transition écologique et surtout l'accord de Paris, le respect de l'accord de Paris. C'est plus que de la philosophie, là, on est vraiment dans du dur. Donc c'est sur cette base-là, notamment je vous rappelle qu'on est en période de COP, que c'est le message qu'on porte quand même les uns et les autres, c'est application de l'accord de Paris, et l'accord de Paris n'est pas compatible avec le fait qu'on continue à utiliser et à développer, parce que c'est ça surtout ce qu'il a dit, et à développer des projets en matière de fossiles. Alors le charbon, ok, exclu, mais sur les hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz, ce qu'il a dit, de manière un peu différente de nous, mais le résultat est le même, c'est d'abord on exclut tout ce qui est activité conventionnelle, non conventionnelle, c'est-à-dire les pétroles et les gaz non conventionnels, et tous les nouveaux projets d'hydrocarbures, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels. En termes de gaz? Et de pétrole, le gaz et le pétrole, voilà, sur les deux. Donc ça, c'est la position claire qu'il a donnée en novembre, qui a effectivement étonné certains, mais voilà, je n'étais pas très inquiète sur ce point-là, et c'est très bien qu'il l'ait fait. Il y a d'autres sujets dans la réforme la refonte du label, et c'est ces points-là sur lesquels on attend la décision finale et la publication du référentiel, là, dans les heures ou jours qui viennent. On va y revenir sur ces différents points, mais juste, en gros, à partir du mois de mars prochain, qu'est-ce qui se passe quand il y a des listes d'entreprises qui sont, pardon pour le mot, blacklistées parce que dans l'industrie pétrolière, gazière... Alors, il y a des exclusions, effectivement, donc ça veut dire que les entreprises qui rentrent dans la définition des exclusions ne pourront pas être dans les portefeuilles des fonds labellisés. Voilà, tout bêtement, hein, tout simplement, on va dire. Alors, vous avez raison de revenir sur les dates. 1er mars, c'est la date pour les nouveaux fonds. C'est-à-dire les fonds qui n'existent pas, enfin en tout cas qui ne sont pas labellisés aujourd'hui et qui voudraient se faire labelliser, à partir du 1er mars, il faut qu'ils appliquent le nouveau référentiel. Entre les jours qui viennent, là, disons le 1er décembre quasiment, et le 1er mars, on ne labellisera plus de fonds. Donc on ne les labellisera pas avec l'ancien référentiel. On finit... Éventuellement, ceux qui sont en cours de labellisation finie. Et pour les fonds déjà labellisés? Alors, pour les fonds déjà labellisés, c'est à partir du 1er janvier de l'année prochaine, 2025, voilà, que eux devront être aux normes du nouveau référentiel. Avec ce risque de délabellisation? Ah bah oui, bien sûr, oui. Ça, massif, diront certains. Massif, disent certains, ou pas. Voilà, on verra. Et ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que il y aura peut-être... Pardon, sur les 1200 fonds labellisés, combien du total énergie? Mais justement, très peu. 160. Donc 10%. Oui, sur les 1200. Oui, 160, et au total, ça représente 1,5% du capital de Total. Donc, en plus, quand ils en ont, souvent, c'est des pouillèmes, quoi, des 1, 2 ou 3%. Donc, ça ne sera pas difficile de les sortir. Il y a des fonds, en revanche, qui sont
très porteurs d'énergie et très concentrés, dans lequel il y a peut-être du 14 ou du 15% de fossiles. Bon, ceux-là, il va falloir qu'ils se posent la question, est-ce qu'on se met dans le cadre du nouveau référentiel ou pas? Bon, voilà. Mais ils sont très peu nombreux, ceux-là. Aujourd'hui, Morningstar a fait une petite étude. Aujourd'hui, avec une définition extrêmement large des énergies fossiles, c'est-à-dire plus large que celle que nous, on a retenue. Mais c'est pas grave. Ils ont trouvé qu'il y a 45% de fonds qui ont effectivement des entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie. Avec notre définition à nous, qui est plus réductrice, ça ne fait que 25% des fonds. Mais même ces 45%, ça ne représente que 1% de la capitalisation des fonds aujourd'hui. Donc il y aura un arbitrage à faire. Oui, mais 1%, vous imaginez, 1% de la capitalisation de ces fonds, c'est rien. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, c'est pas ça qui va poser problème. Qu'est-ce qui a posé problème? Qui va poser, ou j'espère qu'elle n'en posera pas et qu'ils s'y mettront, mais il y a beaucoup plus d'autres éléments dans la refonte du référentiel qui vont compliquer beaucoup le travail des sociétés de gestion que ce sujet. Donc on parle dans les médias de plus entre guillemets de l'accessoire que de l'essentiel. La décision politique est forte. On peut pas dire que on peut pas dire que le fossile c'est de l'accessoire. On est bien d'accord. L'accord de Paris c'est pas accessoire du tout, on est clair. Mais par rapport à l'image qu'on se fait des fonds qui sont aujourd'hui labellisés, dont on nous explique que c'est du greenwashing, etc. En fait, pour la plupart, non. Ils sont très très bien. Le référentiel était peut-être pas assez exigeant, mais les fonds allaient plus loin que les exigences du référentiel. Donc, il y aura quand même pas mal de complexité pour les sociétés de gestion et probablement des délabellisations. On en est bien conscient et à la limite, si on n'en avait pas, on se dirait qu'on n'a peut-être pas fait une refonte suffisamment exigeante. Et j'espère qu'il y en a qui vont peut-être se faire délabelliser, mais qui reviendront parce qu'il faut du temps un peu pour s'organiser. Dans les changements aussi, dans les nouveautés, il y a pour les entreprises l'obligation, je parle sur votre contrôle, de présenter un plan de transition qui soit aligné sur l'accord de Paris. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on fera pour évaluer cet alignement entre le plan climat des entreprises et les objectifs climatiques alignés avec l'accord de Paris? Ça fait partie des points sur lesquels on est encore un peu en discussion avec le cabinet, ou en tout cas sur lesquels eux, ils sont en train de finaliser leur position. Parce qu'effectivement, on peut parler d'obligation dans la version qu'on a proposée, mais elle était très progressive et elle suivait finalement le calendrier de la CSRD. C'est-à-dire qu'on disait, pour les secteurs à fort enjeu climatique, donc pas pour toutes les entreprises, les secteurs à fort enjeu, c'est la moitié des secteurs économiques. Donc pour les secteurs à fort enjeu climatique, il faudra qu'ils présentent des plans de transition, bien sûr, compatible avec l'accord de Paris, sinon c'est pas la peine d'avoir un plan de transition. Et on commençait par les très grosses entreprises, et puis petit à petit on allait vers les plus petites, donc dans le temps ça s'étalait. Là je pense que du côté du cabinet, enfin du ministère, compte tenu des échanges qu'on a, au lieu de réfléchir par entreprise, on va réfléchir plutôt en regardant les fonds eux-mêmes et en se disant par exemple il va falloir que dans 2 ans, parce que nous aussi c'était progressif, il y ait 15% de la capitalisation des fonds qui ait un plan de transition qui soit compatible avec les accords de Paris. Et puis ensuite, on augmentera. L'idée, c'est que on a besoin d'accompagner les entreprises vers vers la transition, en fait, et l'effectivité de la transition. La question de savoir si on commence par les grosses ou bien si c'est le fonds qui choisit, bon, c'est une manière de voir les choses un peu différente, mais on va faire ça progressivement. Ce qui inquiète aujourd'hui, et c'est pour ça que souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, on dit on va avoir beaucoup de délabellisation, c'est qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises ont des plans de transition et encore plus des plans de transition compatibles avec l'accord de Paris. Mais c'est aujourd'hui. Voilà. On a la CSRD, donc les réglementations européennes, qui sont en train d'obliger à aller vers ce genre d'informations. Donc, progressivement, il va y avoir le référentiel, bien sûr, mais aussi d'autres éléments qui vont influencer et pousser les entreprises à les avoir. On va avoir aussi plus de méthodes
pour savoir comment on peut considérer qu'effectivement le plan de transition est un bon plan de transition ou non. Voilà, tout ça, il y a déjà des méthodes, mais elles sont en train de se renforcer. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont aller sur le sujet, et donc quand ce sera vraiment obligatoire, et donc dans les prochaines, dans la nouvelle version que je ne connais pas encore, probablement dans 2 ans ou quelque chose comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup plus en fait d'entreprises que ce qu'on croit, qui seront vraiment armées avec les bons plans. Et c'est pour ça que la réflexion qu'on a aujourd'hui avec le ministère, c'est de dire, bon, dans un premier temps, faisons le plus possible de transparence. Donc là, peut-être justement qu'on va demander à toutes les entreprises d'avoir des plans de transition. Évalués par qui d'ailleurs ces plans de transition? C'est ça, quand je parle de méthode, ça fait partie de la méthode. Il y a la méthode et il y a les certificateurs. Ah oui. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous faire expertiser et par des organismes, on va dire, comme le SBTi par exemple, qui est plutôt onusien. Il y a l'ADEME qui a une méthode, qui est une méthode européenne d'ailleurs, qui peut aussi proposer la méthode et ensuite avoir des certificateurs qui vérifient que la méthode est appliquée. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. Il y a probablement d'autres méthodes qui vont se mettre en place et donc des certificateurs qui vont venir vérifier que effectivement, on tient bien les objectifs. Et donc, on va faire de la transparence sur cet élément-là. Et je pense qu'on va demander au comité, justement, de suivre de très près comment les choses vont progresser, de manière à ce qu'éventuellement, on puisse augmenter le pourcentage, que dans un premier temps, on va peut-être mettre pas trop élevé, parce qu'on a très peur que personne ne soit vraiment armé aujourd'hui, alors que moi, je suis convaincu que dans 1 an ou dans 2 ans, il y en aura plus. Donc, votre mission n'est pas terminée? Ah non, notre mission n'est pas terminée, non, ça c'est clair. Ne serait-ce que parce que je vous rappelle qu'on est en train de commencer à réfléchir à l'actualisation, cette fois-ci je ne parle pas de refonte, du label ISR immobilier. Parce que là, nous n'avons travaillé que sur le mobilier. Exactement. Et ce qu'on se dit, et encore une fois pour ceux qui nous regardent, qui se disent, tiens, pourquoi pas tenter un fonds durable, un fonds responsable, pour à la fois avoir de la performance et puis rendre la planète supportable et vivable pour l'homme. En quoi cette refonte, s'il faut convaincre encore une fois les gens, que c'est une vraie avancée, encore une fois, pour le développement de la finance durable, de l'investissement responsable, et que ça permet de rétablir la confiance, notamment de la part des épargnants, qui ne comprenaient pas d'avoir des pétroliers, effectivement, dans leur portefeuille. En fait, comme je le disais, ils ne le comprenaient pas, mais ils n'en avaient pas souvent et pas beaucoup. Voilà. Mais donc, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très conscients de ça. Mais ce qu'on essaye de faire avec le label, d'une manière générale, donc en progressant dans le temps et aujourd'hui en particulier, c'est d'essayer de réduire... Je pense que c'est ça qui est important à bien comprendre, de réduire l'impact négatif des entreprises, sur la transition bien sûr, des entreprises qui sont dans les fonds. Et je dis bien réduire l'impact négatif, parce que le label est toujours un label généraliste, ESG, donc il n'y a pas que la transition écologique qui nous concerne. Le S est aussi très important, il y a beaucoup de fonds qui sont vraiment focalisés sur les sujets sociaux, sociétaux, santé, éducation, etc. Et donc, bon, avec peu d'impact de toute façon sur l'environnement. Et donc, l'objectif, c'est de réduire l'impact négatif que pourraient avoir les entreprises qui sont dans les fonds labellisés, alors que d'autres labels, c'est pour ça que je préfère le dire clairement, d'autres labels vont aller plutôt chercher des entreprises qui, elles, vont avoir un impact positif. Par exemple, qui vont financer des éoliennes, qui vont financer des énergies renouvelables, qui vont être sur la dépollution des sols. Voilà. Ce n'est pas l'objectif du label ISR, on est d'accord. Le label ISR, c'est on veut réduire l'impact des entreprises qui sont dans les fonds. Et donc, progressivement, on augmente l'exigence, c'est ce qu'on a fait par rapport à la version précédente, en faisant en sorte que, par exemple, ils aient des plans de transition, c'est-à-dire que, bon, ils peuvent ne pas être effectivement aujourd'hui vraiment en phase avec ce qu'il faudrait faire pour être bon en matière d'environnement, parce que c'est le plus simple aujourd'hui, et c'est le sujet sur lequel tout le monde a à l'œil, mais ils n'y sont pas encore, donc ils se dotent de plans de transition pour y arriver. Voilà. Ça, c'est le principe du label ISR, c'est on réduit de plus en plus l'impact négatif. Voilà. C'est ça qu'il faut chercher. Allez, merci à vous pour cet entretien. Donc, Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.